Ce rapport, il est fait par la justice togolaise qui lance dans la foulée un mandat d'arrêt international contre le directeur du journal Alternative. Les débats autour de ce mandat ne sont pas encore estompés car Lomé et Cotonou se sont signalés sur un registre qui interroge à savoir celui de l'arrestation d'un activiste influenceur en exil à Lomé. Entre enlèvement et kidnapping, les mots sont diversement choisis pour décrire le sort de cet opposant béninois. Le Togo et le Bénin se sont-ils entendus pour mettre la main sur Steve Amouzou? Il est toujours facile pour les acteurs politiques, opposants ou non, de passer d'une capitale à l'autre. Il y a quelques jours, c'est le président des FDR de traverser les frontières d'Aflao pour aller rencontrer le président du Ghana. Profitant de la tenue à Accra d'un forum de l'Union démocrate internationale, Maître Dodi a animé un panel intitulé Plein feu sur le Togo, se prémunir contre la confiscation du pouvoir et promouvoir des transitions pacifiques en Afrique. Coïncidence, une transition est d'ailleurs en cours au Togo, celle entre la 4e et la 5e République. Cette transition est vue dans certains milieux du pays sous la forme de « touche pas à ma constitution ». Outre la constitution, le mouvement veut se démener pour la libération des prisonniers politiques. Professeur Wolu du PSR est notre invité. Le D12 est mis en onde par Boga Koudoyo pour participer à l'émission dans 45 minutes. Les numéros sont 96, 50, 34, 37 et puis 70, 43, 09, 70. Wolu Komi, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Et infiniment merci de m'avoir invité à cette émission. Merci d'avoir répondu surtout à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous ai écouté vous adresser aux Togolais cette semaine et votre voix trahit un peu votre état de santé. Je peux me trouver. Est-ce que tout va bien? C'est vrai que ces dernières semaines, ce n'est pas la grande forme. C'est vrai, j'étais malade, mais ça va mieux. Ça va mieux à présent. Ouais, ça va mieux. Malgré votre état, vous avez accepté de venir, c'est ça qui est le plus important. Mais il y a une chose depuis quelques semaines avec la fraîcheur qui sévit, notamment sur le sud du Togo, et beaucoup sont malades. C'est vrai, il est probable que cela soit lié donc, à ce changement climatique. Ces températures ne sont pas très habituées donc, à ce froid, c'est possible, mais il est probable aussi que ce soit pour certains des coïncidences. Donc je crois que ce changement climatique peut expliquer aussi le fait que beaucoup soient malades. Là, nous parlons de Lomé. Vous étiez à l'intérieur du pays. Vous avez passé 48 heures. Est-ce qu'on a la même situation? Oui, hier particulièrement, dans toute la journée pratiquement, je dirais, il a fait très frais. Donc là où j'étais, dans la préfecture de Tchamba, particulièrement au village de Kaboli. Et je peux considérer que dans la zone également, il fait beaucoup frais. Et il faut ajouter à cela que depuis plus de 20 jours, la pluie n'a pas tombé dans la zone, de sorte que les cultures en souffrent sérieusement. Et beaucoup d'agriculteurs se plaignaient. C'est vrai. Quand on parlait de pluie qui n'a pas tombé, qui n'était pas au rendez-vous, on a quand même lu une note venant de cette région, pour ce qui concerne les imams de Sokodé, qui demandent à ce qu'il y ait 3 jours de prière. Est-ce que finalement, vous pensez que ce n'est pas cette méthode-là qu'on aura finalement plu pour les cultures? Mais vous savez, sur le plan technique, aujourd'hui, il y a des possibilités dans d'autres pays pour faire tomber la pluie. C'est possible. Mais il ne faut pas exclure aussi cette possibilité donc, pour les croyants d'invoquer Dieu. Et je crois en ma qualité de croyant qu'on peut invoquer Dieu sur cette question également et il peut écouter nos prières. Ce qui n'exclut pas que si nous avons des moyens techniques à mettre en œuvre, comme ça se fait ailleurs, de pouvoir les mettre en œuvre. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier ces moyens techniques plutôt que de prier, puisqu'on sait que aujourd'hui, ceux qui sont premiers en agriculture, les États-Unis, la Chine, la Russie, ces pays-là ne prient pas pour qu'il y ait de la pluie. Oui, je l'ai dit que si nous avons les moyens de le faire, il vaut mieux effectivement le faire. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse recourir à la prière. Et vous voyez, ceux qui recourent à cette prière ne sont pas ceux qui ont les moyens vraiment de faire venir ces moyens techniques. Et je crois que c'est à nos autorités de pouvoir y réfléchir sérieusement. Mais en attendant cela,
et les populations, les croyants, prient pour qu'ils peuvent. Est-ce que cela ne traduit pas aussi quelque part le retard de nos pays, notamment le Togo? Si aujourd'hui, en 2024, on doit se tourner vers le ciel en priant pour qu'il y ait de la pluie. Parler du retard du Togo, ce n'est pas un secret. Le Togo est en retard plutôt sur plusieurs points et sur différents aspects donc de notre vie en commun. Donc c'est une évidence et je ne vous apprends rien en disant que sur divers aspects, la priorité des Togolais n'est pas la priorité des gouvernants. Ça, c'est une évidence. Mais ça aussi, on ne le comprend pas. Si, par exemple, il y a une différence entre les priorités des populations qui ne concordent pas forcément avec celles des gouvernants, mais il y a problème. Il y a problème quelque part. Mais je vais encore répéter pour dire que c'est une évidence. Le but premier du pouvoir, en réalité, c'est de réaliser le mieux-être d'une grande partie de la population, du peuple, autant que faire se peut. Mais aujourd'hui, nous le savons avec certitude que nos dirigeants, leurs priorités, et ce n'est pas le bien-être des Togolais, leurs priorités sont ailleurs, forcément ailleurs. Et je peux citer encore le chef de l'État, les richesses du pays qui sont accaparées par une infime minorité donc des Togolais. Donc c'est une évidence, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui et je ne crois pas que cette situation puisse changer tant que ce régime ne change pas. Est-ce qu'on peut conclure aussi que c'est parce que les dirigeants ne veulent pas le bien-être des populations et que les deux n'ont pas forcément les mêmes objectifs et qu'il n'y ait pas de concordance dans les objectifs? Si on écoute les dirigeants tous les jours, les ministres, chaque jour, ils se battent pour que les Togolais se sentent mieux. Oui, ce que l'on dit, ce n'est pas le plus important, c'est ce que l'on fait. Et ce qu'ils font n'est pas en harmonie avec ce qu'ils disent. Et vous savez, depuis très longtemps, moi j'ai constaté que nos gouvernants aiment beaucoup le folklore. Donc, laisser paraître, c'est ce qui le plus les intéresse. Mais changer concrètement les choses, je ne crois pas que ce soit leur priorité. Et vous savez, j'ai cité le chef de l'État il n'y a pas longtemps en disant que c'est une infime minorité qui s'accapare des richesses du pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé, mais n'a rien fait. Regardez par rapport à notre magistrature, le président de la Cour suprême même a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et je crois que le président de la République a eu à le dire aussi il y a déjà plusieurs années, parlant de la corruption de la magistrature. Et les opposants peuvent dénoncer, mais ceux qui dirigent ne dénoncent pas. Ils mettent fin au problème en prenant des mesures concrètes. Et si aujourd'hui, nous avons cette chance, on pourrait avoir cette chance de demander concrètement au chef de l'État qu'après avoir fait ce diagnostic, lui-même, qu'est-ce qu'il a eu à faire concrètement pour y mettre fin? Ça m'étonnerait qu'il puisse nous convaincre. Mais de toute façon, je crois que si le régime nous entend, qu'ils nous disent concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait pour y mettre fin. Voilà, celui qui gouverne ne dénonce pas simplement, il prend des mesures efficaces pour mettre fin aux situations irrégulières. Justement sur la situation de la corruption, quand on regarde le Togo et au-delà une bonne partie des pays africains, on a l'impression que c'est une plaie carrément la corruption. Oui, mais disons qu'elle ne peut se guérir que par la volonté politique. Et si nous n'avons pas cette volonté, eh bien, les choses ne vont pas avancer. Et je vais vous dire, ce n'est pas que les Africains sont plus médiocres que les autres. En réalité, ils ne sont pas moins vertueux que les autres dans les autres pays. Et si ailleurs ça ne se fait pas, c'est parce qu'on a peur. On dit, et la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse pour les chrétiens. Mais les juristes disent, la crainte du gendarme est le commencement de la sagesse. Quand on ne craint pas le gendarme, je veux parler de l'impunité. Quand il y a impunité, eh bien, de toute façon, ces questions de corruption ne peuvent que se développer totalement. Et il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a que la volonté politique pour y mettre fin. Un peu comme au Rwanda, par exemple, ou en Chine, ou en Russie. Vous savez, et même, en Russie aussi, je ne peux pas dire, il y a la corruption. Vous savez ce que moi je reproche un peu à ce système que vous êtes en train de citer, c'est que la rigueur sur le plan économique ne doit pas exclure le respect des droits de l'homme.
Pour moi, ce sont deux choses véritablement conciliables. Et c'est pour cela que je déplore parfois ces réussites économiques qui se font nécessairement en violation des droits fondamentaux. Pour moi, il est possible de concilier les deux. Et c'est sous ce angle que j'émets des réserves sur certains régimes. Nous avons commencé par parler de votre état de santé, de votre déplacement, et on sait très bien que vous êtes déplacé parce que une personnalité de la République est morte. Et je veux parler du colonel Akobi, nous en parlerons dans un instant. Mais déjà, je dis, vous étiez au siège des FDR pour rendre hommage au maire James Amaglo, qui est un cadre de ce parti politique. Quel est le sens de votre présence à cette cérémonie? Vous savez, paix à son âme d'abord, James Amaglo, on se connaît il y a longtemps, alors qu'il était dans le cas. Je n'étais pas premier responsable de mon parti non plus. Nous nous sommes rencontrés dans des commissions dans lesquelles nous avons travaillé et je salue d'abord sa constance. Et constance, je dis, dans son engagement. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, surtout, beaucoup disent, mais écoutez, moi je vais vivre pour ma famille, je vis pour moi-même. Eh bien, si chacun d'entre nous dit qu'il vit pour sa famille, et nous n'allons que nous enfoncer. Il aurait pu vivre pour sa famille en se contentant de son cabinet. Et nous savons que la plupart du temps, nous opposants, nos activités professionnelles servent à financer nos activités politiques, en quelque sorte. Et donc, il faut saluer cet engagement et au service de l'autre. Je disais que lorsque l'on vit pour soi et qu'on meurt sur la terre, du moins sur la terre, c'est fini. Lorsque l'on vit pour la société et que l'on meurt sur la terre, on sait que ce que l'on a fait sera poursuivi par les autres. Et c'est justement pour cette raison que le fait que plusieurs acteurs politiques meurent sans avoir vu l'aboutissement de notre lutte ne doit pas être une cause de déception. Parce que c'est la vie d'une nation. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Les autres viendront construire donc au-dessus de ce qu'ils ont fait. Je disais que, et c'est un chercheur, si je ne me trompe pas, Bachola, qui disait que j'ai pu voir plus loin que les autres parce que je suis monté sur leurs épaules. Ceux qui sont partis, ceux qu'ils ont construit, nous aurons à construire sur ce qu'ils ont fait. Et donc, Amaglo, je le disais, toujours avec son léger sourire et un homme calme, il faut le dire également, et avec qui nous avons par moments discuté, et je ne vais même pas le cacher, on avait même prévu, ça fait plusieurs mois, de se rencontrer, on a dit qu'on se reverrait, et pour des discussions, malheureusement, on ne s'est pas revu à deux jusqu'à ce qu'il parte. Une fois encore, paix à son âme. On a l'impression que la scène se vide là. Depuis le début de cette année, un certain nombre d'acteurs politiques sont en train de tourner le dos à la scène. Hein. Oui, c'est dommage. C'est dommage, vraiment regrettable. Mais nous ne sommes que des hommes. C'est le caractère éphémère de l'homme. Nous devons le savoir. Et pour revenir à ce que j'ai dit il y a quelques instants, quand on vit pour soi et qu'on quitte, c'est fini. Quand on est acteur de la scène publique et que son projet, c'est autour de soi-même, je le veux pour moi, et que l'on meurt, eh bien, l'action est aussi terminée, c'est un échec. Mais lorsqu'on inscrit l'action individuelle dans l'aspect public, lorsqu'on l'inscrit dans l'intérêt collectif, eh bien, on se dit que si ce n'est pas moi, il faut que quelqu'un d'autre puisse réaliser ce pourquoi nous sommes ensemble engagés. Et si les morts ne sont pas morts, et après la mort, on doit pouvoir se réjouir que la lutte se poursuit et que finalement, cela se réalisera. Par contre, lorsque on se met soi-même au centre de toutes les préoccupations, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi. Et si finalement on meurt sans avoir atteint cet objectif, si les morts ne sont pas morts, je crois que ça ne peut être qu'un regret pour celui qui est parti. Voilà. On a constaté que plusieurs acteurs étaient présents à cette cérémonie hommage au siège des FDR. Ça aussi, certains ont été surpris. Beaucoup ont pensé que finalement la mort réunit un peu plus facilement les acteurs que la vie. Je crois que ce n'est pas seulement dans la sphère des hommes politiques. Regardez même dans nos communautés. Et parfois, vous passez 6 mois sans vous voir, ou pour certains, plusieurs années. Et c'est autour des décès, lorsque des personnes qui vous sont peut-être communes par rapport aux relations, et
c'est à ces occasions qu'on se rencontre souvent. Ce n'est pas une bonne chose, mais de toute façon, cela peut se justifier également, même s'il y a des divergences, même s'il y a des problèmes. Je crois que au-delà de la mort, il ne faut pas vraiment continuer par véhiculer ces problèmes. Il faut y mettre fin, et pour que les morts puissent délier les vivants, et que les vivants aussi puissent permettre à ceux qui sont morts de partir en paix. Donc, il faut faire la paix. Mais autour de la mort ou des morts, ouvrons cette petite parenthèse. Il y a quelques semaines, une auto venant du Bénin réglemente dorénavant les temps des obsèques. Les corps ne doivent plus dormir indéfiniment dans les morgues à Cotonou ou ailleurs au Bénin. Est-ce que c'est une bonne chose finalement? On donne 30 jours à ce que toutes les familles puissent faire le nécessaire pour enterrer les dépouilles. En toute sincérité, je n'ai pas suivi ces circulaires, mais je crois que ça peut répondre à plusieurs préoccupations. Lorsque vous avez des places limitées dans les morgues, est-ce que ce serait une bonne chose de pouvoir conserver assez longtemps les corps? C'est d'abord un problème. Et ça peut expliquer effectivement cette situation. Et deuxième élément, et lorsque les enterrements sont très tardifs, ça bouscule tout le monde en quelque sorte. On attend et on ne peut pas faire un programme en se détachant totalement de cette réalité. On ne fait même pas en définitive le deuil. Et il m'est arrivé de m'interroger sur la façon dont les musulmans le font assez rapidement, en me demandant si ce n'est pas finalement une bonne chose. Mais écoutez, à chacun de réfléchir pour savoir ce qu'il convient de faire. Parfois, les personnes décèdent et les enfants ne sont pas là. Le temps qu'ils se préparent, qu'ils reviennent, et parfois c'est nécessaire. De sorte que cela peut expliquer aussi parfois ces enterrements tardifs. Je vais vous dire quelque chose qui est personnel, je ne l'avais jamais dit sur les antennes. Moi, ma maman est décédée, et celle qui m'a vraiment mis au monde est décédée alors que j'étais tout petit. J'étais parti en vacances. Avant mon retour, elle était tombée malade. On l'a amenée ailleurs pour les soins et ensuite elle est décédée. Je n'ai jamais vu son corps, en quelque sorte. J'avoue que je n'étais qu'en face de ceux, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu de sorte que je n'ai pas pu voir son corps. Et je dis quelque chose encore qui m'est très personnel. De sorte que quand j'ai eu ma maîtrise, je devais partir pour l'Europe pour faire mon 3e cycle. En partant, j'ai dit ceci: Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Je parlais de mon père en ce moment. Je sais toi tu sais quand tu vas l'appeler. Je ne peux pas te demander de le reporter. Mais tout ce que je veux te demander, c'est que je vois son corps avant son enterrement. Ça fait partie des choses que je peux considérer comme pour moi l'exaucement de mes prières. J'étais en France quand un ami dans le cadre d'une association m'a invité. Est-ce que tu es disponible pour qu'on aille au pays dans le cadre de cette association pour faire quelque chose? J'ai dit pourquoi pas. Et nous sommes partis. Nous sommes arrivés, ce sont eux qui m'ont acheté le billet. Nous sommes arrivés à Lomé un dimanche. Et le mardi suivant, mon père est décédé. Vous voyez que si ce n'était pas dans le cadre de cette association, je n'aurais pas eu les moyens même pour revenir. Et 2, on ne le garderait même pas, puisque le lendemain, immédiatement, on l'a enterré. En voulant partir, j'ai fait cette prière: Seigneur, il vous a exaucé. Il m'a exaucé. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et cela a été pour moi un soulagement même de voir son corps avant son enterrement. Il y a une curiosité sur le continent africain, c'est le continent où il y a beaucoup plus de pauvreté, mais c'est sur ce continent-là qu'on célèbre beaucoup plus les morts. Quand vous allez dans un certain nombre de communautés, les moments des funérailles, c'est des moments de très grandes fêtes, avec beaucoup de dépenses. Je crois qu'il faut vraiment éviter ces situations. Parfois, lorsque la personne est malade, il a besoin de moyens pour se soigner. Nous ne faisons rien. Mais après sa mort, nous venons cotiser. Et juste après ces enterrements, nous oublions les orphelins. Je crois qu'il faut une transformation des mentalités sur ces points. C'est difficile à réaliser, mais je crois qu'il faut vraiment faire un travail pour que les mentalités soient transformées.
Je disais tantôt que jeudi, vous étiez au siège de FDA pour rendre hommage à Dr James Amaglo. Et puis samedi, vous étiez à Kamboli, dans le centre du pays, pour l'inhumation du colonel Akobi, secrétaire général au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Racontez-nous comment cela s'est passé. Ah, c'était une cérémonie très émouvante. Et toute la population s'est d'abord mobilisée. Et ensuite, l'armée, les magistrats, puisque vous savez, il a une double casquette, il est magistrat, il est également un colonel de la gendarmerie. Et donc, ça s'est passé dans le calme, mais c'était très pénible parce que c'est un gars connu pour son humilité, pour sa gentillesse. Et quand je le dis, ce n'est pas par rapport à ce que les gens ont eu à dire. Non, moi je le connais personnellement. Non seulement que nous sommes du même village, mais c'est plus que ça en réalité. J'ai fait la première année de droit avec lui. Donc quand j'allais en deuxième année, il avait repris. Et nous avons gardé toujours de bonnes relations. Et toutes les fois qu'on se voit, c'est qu'on se taquine mutuellement. Il me taquine, je le taquine. J'ai eu à dire également, ce sont des choses qui me sont personnelles. Et il n'y a qu'un an de différence entre nous. Hein. Mais je ne me rappelle pas qu'il m'ait une fois appelé par mon nom pour dire par exemple comme non, grand frère. C'est comme ça il m'a toujours appelé. On dit chez nous Borda, Borda. C'est comme ça il m'a toujours appelé. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait une fois appelé. Et pas mon propre. Est-ce que ce n'est pas une curiosité finalement là, puisqu'on sait très bien que les relations entre les hommes en treillis et les civils, et puis de surcroît un acteur politique opposant, est-ce que ce n'est pas une curiosité? Vous savez, au-delà de ces relations dont on parle public, etc., nous avons des relations personnelles. Et en tout cas, sur le plan politique ou de question de l'armée, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je dirais que quand vous prenez même UNI, et beaucoup de responsables de UNI ont été, moi, mes amis quand nous étions étudiants. Et quand nous nous voyons aujourd'hui, on se salue avec respect. Nous rions, même s'il y a une divergence profonde entre leur conception, ou du moins ce qu'ils font, et la façon dont moi je conçois les choses. Et je m'inscris particulièrement dans une logique de la recherche du bien-être. Et je crois que si nous voulons faire changer radicalement les choses, et nous ne pourrons pas haïr ceux donc, à qui nous reprochons les choses. Et je crois personnellement que l'amour parfois permet de changer les choses plutôt que la haine. Les gens peuvent dire que c'est idéaliste, etc. Je n'en sais rien. Moi, ce sont mes conceptions. Je ne demande à personne de les partager. C'est comme ça, moi, je les vis en réalité. De sorte que même, comme je dis, ces amis qui sont unis, quand on se voit, on se taquine, on rit ensemble, on se souvient de ce que nous avions fait ensemble, mais ils savent que je ne suis pas d'accord avec eux sur ce qu'ils font. Ce que vous dites là, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays, mais spécialement au Togo, il est difficile ou inconcevable pour un certain nombre de Togolais d'accepter que des relations de ces gens existent entre des gens qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques. C'est à nous de faire ce travail d'explication et que les gens sachent que c'est comme ça doit se passer. Ce n'est pas parce que je vais rire avec un responsable de UNI, nous allons discuter. Ce n'est pas pour cette raison que je me laisserai convaincre par ce qu'il fait. Ce n'est pas pour cette raison que je vais le suivre dans sa démarche politique. Je lui dirai, je ne cesserai jamais de lui dire que c'est mauvais ce qu'ils font. Mais sur le plan personnel, sur le plan individuel, ce sont d'abord des êtres humains comme moi, et de deux, ceux d'entre eux qui sont mes amis, eh bien, je crois qu'il faut discuter. Je suis persuadé que l'amour est plus fort que la haine. Kamboli, là où vous étiez encore hier, c'est à près de 400 km de Lomé. Sans doute que vous avez souffert pour y arriver. On sait un peu l'état des routes, notamment celles qui mènent à l'intérieur du Togo. Racontez-nous aussi un peu comment ça s'est passé. L'état des routes au Togo, je le disais dans ma sortie la dernière fois que l'état des routes fait la honte des Togolais en réalité. Quand vous voyez malgré la multiplication des postes de péage, l'état des routes ne nous honore pas.
Et la nationale numéro 1, bon, je vais préciser que hier, quand je suis passé, ils ont quand même remblayé un peu les nids de poules que nous avons sur les routes. Parce que j'y suis allé il y a environ 3 mois. Lomé, Tchè, c'est fut une catastrophe. J'allais à Kara et au retour dans la nuit, et j'ai voyagé de nuit, c'était pour moi un calvaire. Je n'avais même plus envie de ressortir de Lomé avec ça. Mais hier, au moins, cette zone, ils ont encore remblayé. Mais ça ne règle pas le problème. Je suis persuadé que dans 2 mois, 3 mois, quand nous passerons, nous allons vivre également le même problème. Il est temps qu'on refasse vraiment ces chaussées. Et je dis, si le Togo n'a pas les moyens de le faire d'un seul coup, mais prenons un objectif. Chaque année, nous faisons simplement 50 km et le faire sérieusement. Et ça pose un autre problème, celui de la durée de vie des chaussées que nous faisons. On fait des chaussées qui ne font pas 5 ans, qui ne font pas 10 ans, ça devient totalement une catastrophe. Quand vous prenez la zone de Tchamba, ils avaient fait des chaussées, mais aujourd'hui, quand vous y allez, mais c'est inimaginable, c'est un calvaire. Par contre, il faut ajouter ceci, ils sont actuellement en train de faire le tronçon Sokodé, Tchamba. Et s'ils le font, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu, s'ils continuent comme ça et ils le font, ce serait véritablement une bonne chose. Parce qu'ils le font avec du béton, le fer comme on construisait. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire avec des épaisseurs vraiment impressionnantes. Si vraiment ils parviennent à le faire comme ça, je crois que c'est pour plusieurs décennies. Un peu comme une partie de la route qui mène au Ghana, dans la zone de Téma. Oui, je crois probablement c'est quelque chose comme ça qu'ils sont en train de faire. Là-bas, ils appellent le moto, oui. Ah, voilà. Donc, ils ont fait vraiment, je vais dire, c'est au moins ça, il faut dire qu'ils sont en train de le faire de façon sérieuse. Je ne crois pas avoir déjà vu un tronçon comme ça au Togo. Et peut-être que c'est un début et qu'ils vont poursuivre. Mais je leur dis, le tronçon, cette nationale numéro 1 fait la honte des Togolais. Quand on parlait de la nationale numéro 1, quand on regarde un peu dans le passé, ça fait partie quand même des propositions du candidat devenu chef d'État du Togo, Faure Gnassingbé, à ses débuts. Visiblement, si ceci c'est pas fait, cela veut dire quelque part que ce n'est pas facile à réaliser. Là. Non, cela correspond à ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est ce qui est dommage en réalité. Entre leurs discours et les actes, mais vraiment c'est le jour et la nuit. Et sur certains aspects qui ne sont pas même financiers, vous verrez qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est un grand écart. Je suis persuadé que s'ils joignaient l'acte à la parole, on serait déjà avancé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on parle des routes, nous n'allons pas nous empêcher de parler des feux tricolores, notamment dans la capitale. Je disais tantôt, comme si c'est une épidémie, plusieurs carrefours brillent par l'absence où les feux tricolores sont en panne. Et on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. J'ai fait le même constat. Et pourquoi ils ne les réparent pas? On se pose des questions. Je ne sais pas si je me trompe. Je crois que ce devait être de la compétence des mairies, pardon, mais il faut les régler. Et ce n'est pas après les accidents que finalement on va essayer d'apporter des solutions à ces feux tricolores qui sont en panne. Et vous savez, parfois ce sont des questions de négligence de notre part. Et je crois que je vais extrapoler pour dire que le problème des Africains, ou le problème des Togolais, ce n'est pas toujours des questions de moyens. Ce sont des problèmes d'organisation et des problèmes de négligence. Ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons pas. Nous le faisons à la légère. Et il faut que nous puissions inculquer cette culture de la rigueur dans tout ce que l'on fait. Et j'aime bien cette formule de Martin Luther King, je le répète régulièrement à mes étudiants dans les amphis, sois le meilleur, quoi que tu sois. Pour moi, c'est fondamental. Je leur dis que je respecte un balayeur des rues. Je respecte un conducteur qui fait bien son travail par rapport à un ministre farfelu. Ce n'est pas le titre qui compte, mais comment l'on travaille, comment l'on met en œuvre donc les responsabilités ou bien les missions que l'on vous confie. C'est ce qui détermine l'ordre.
Ce que vous dites là doit déterminer peut-être aussi les futurs ministres du Togo, puisqu'on sait très bien que le Togo attend depuis 18 jours la formation d'un nouveau gouvernement. L'actuel Premier ministre a été reconduit ou a été nommé à nouveau le 1er août. Et on avait pensé que dans la foulée, il y aura un gouvernement de connu. Visiblement, pour l'instant, c'est non. Mais ce que vous dites là doit s'appliquer ou doit être cultivé par des gens qui veulent devenir ministres, être meilleur ministre, par exemple, dans un gouvernement. C'est un impératif. Mais je vais nuancer. C'est que le problème togolais, c'est que nous sommes dans un système. Même si on te nomme ministre, s'il n'y a pas une volonté de changement au sein du système, les efforts sont totalement annulés. Et de toute façon, ceux qui chercheront à faire un effort peut-être pour faire les choses d'une autre façon, ce sont eux qui seront mis à l'écart parce qu'ils ne correspondent pas, et ça ne correspond pas à la vision du système. Et donc, c'est pour cette raison, le problème togolais n'est pas simplement un problème d'individu, mais c'est un problème de système. Il faut pouvoir, ce système doit pouvoir changer. Et nous avons pensé peut-être qu'un jour, il se remettrait en cause, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne se remettent pas en cause. Et donc, les ministres qui viendront, peut-être qu'ils auront cette volonté pour certains, mais les efforts seront forcément, leurs effets seront forcément réduits si on ne change pas de mentalité, de façon de faire. Et je crois que s'agissant de cela, et cette volonté de changer doit venir vraiment des tout premiers responsables de notre pays. Et comme je le dis, ne pas simplement se contenter des paroles, mais les mettre en acte. Vouloir changer. Et je suis persuadé qu'au Togo, il y a de réelles compétences qui peuvent faire avancer notre pays, à condition que le sort des Togolais redevienne une priorité pour nos dirigeants. Pour l'instant, ce n'est pas du tout leur préoccupation. Est-ce que vous êtes pressé d'avoir les noms des nouveaux ministres? Personnellement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est que je suis pessimiste, mais je me dis que pour l'instant, je ne vois pas ce que cela pourrait changer. Si vraiment il n'y a pas cette volonté politique globale de changer les choses dans notre pays et qu'il forme le gouvernement, on verra. Et si un jour il commence à faire de bonnes choses, nous serons les premiers à le relever. Mais de plus en plus de Togolais, on a l'impression qu'ils se détournent carrément de ce qui se passe autour d'eux, puisque quelqu'un me disait il y a encore cette semaine que dans le gouvernement précédent, il lui est difficile de mettre un nom sur un département. Quand on prend par exemple l'hydraulique villageoise ou les affaires étrangères ou le sport ou la santé, il est difficile. Est-ce que par exemple, c'est une situation qui doit inquiéter au point que les Togolais ne connaissent ou ne reconnaissent ou ne connaissent même plus les noms de la ministre? C'est parce qu'ils n'attendent rien d'eux, en réalité. C'est parce qu'ils n'attendent rien d'eux. Et que, finalement, vous voyez, dans le temps, même avec, au temps du président de la République, paix à son âme, vous avez vu, quand bien même on n'était pas d'accord avec tout ce qui se fait, on a vu des personnalités vraiment qui sont d'une certaine hauteur également. De moins en moins, et on assiste à ces situations. Et l'empreinte des personnes sur leur poste ministériel pour voir ce qu'il a pu faire, etc. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir le dire. Peut-être quelques-uns, je n'en sais rien. Et c'est l'effet peut-être de tout le système. C'est l'effet du système. Et on se détourne parce qu'on n'attend rien d'eux. Parce qu'on n'attend rien d'eux. Mais ce que je voudrais demander, c'est qu'il ne faut pas se détourner totalement de l'aspect public. Parce que si nous laissons faire, l'inaction va nous plonger davantage. Il faut que nous demeurons vigilants. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Il faut continuer de le dire. Il faut qu'on se mobilise pour changer ce qui se fait actuellement. Sinon, chaque jour qui passe, ils ne feront que nous enfoncer davantage. Quand on parlait d'inaction après les élections et les résultats qui s'en sont suivis, on a constaté que beaucoup d'acteurs se sont mouillés dans un silence assourdissant. Vous, personnellement, vous étiez resté silencieux aussi. La preuve, cette semaine, vous vous êtes adressé aux Togolais. À un moment donné, on peut se demander, est-ce que c'était nécessaire d'avoir eu ce temps de silence? Je crois que quand on est face à certaines situations, il faut réfléchir et faire le point, se poser des questions, chercher des éléments de réponse.
Donc cette période de silence a été pour moi une période aussi de réflexion. Et c'est après réflexion, et ma conviction est faite que malgré tout, nous devons poursuivre la lutte. Parce qu'on peut se dire, de toute façon, ça ne change rien, laissons tomber. Nous laisserons tomber jusqu'à quand? Et peut-être si on ne faisait rien, ce serait encore plus grave. Si nous ne faisons rien, nos enfants auront à commencer encore à zéro. Nous n'obtenons pas de résultats, mais nous devons poursuivre cette lutte. Vous voyez, j'aime encore un proverbe de chez moi qui dit que tant qu'il y aura les poux donc, sur la tête ou dans les bagues, il faudrait qu'il y aura certainement du sang sur les ongles en réalité. Donc, tant que le problème existe, il faut continuer, il faut lutter. Donc, ce fut pour moi une période de réflexion. Et que faut-il faire? Et après une analyse approfondie encore, je peux considérer que l'engagement doit se poursuivre. Et ça correspond à ce que je disais au départ. Ce que nous faisons, nous pourrons obtenir des résultats comme nous ne pourrons pas immédiatement l'obtenir. Mais les autres viendront continuer la lutte que nous avons amorcée. Vous parliez de chez vous. C'est où chez vous? C'est à Kamboli. Ah, vous êtes de Kamboli. Oui. Vous savez très bien que beaucoup de gens, se posent la question, il est d'où Olukomi? Est-ce qu'il n'est pas Kabylie? Est-ce qu'il n'est pas Aposso? Finalement, vous êtes Kamboli. Les Kamboli, c'est les populations de là-bas, comment on les appelle? En réalité, la préfecture, c'est dans la préfecture de Tchamba. La préfecture de Tchamba est une préfecture vraiment spéciale par rapport à sa diversité ethnique. À peine vous faites 5 km ou 10 km, c'est toute une autre ethnie. Vous voyez, donc il y a les gens de la ville de Tchamba, c'est une autre ethnie, les gens de Krikri, qui sont des Kotokoli, les gens de Kaboli, qui parlent Ana, donc ce sont des Ifers, il y a les gens de Bago, il y a les gens de Kusuntu, etc. Et suite au mouvement des populations aussi, on a une forte proportion également aujourd'hui des Kabyles. Mais Dieu soit loué, et c'est à l'image du Togo. Et ces diversités ethniques doivent faire la richesse en réalité du milieu. Donc hier, vous voyez, aux obsèques du colonel Akobi, on n'avait pas considéré que c'est le canton de Kaboli ou les gens de Kaboli qui étaient en deuil. Ils ont considéré que c'était la préfecture. De sorte qu'il y a eu même un message des cadres de la préfecture et qui n'a même pas, qui a été lu non pas par des gens de Kaboli, mais des gens d'autres villages de la préfecture. Et donc ceci doit être pour nous un modèle en réalité de cohabitation malgré nos différences ethniques. Et là également aussi c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait même aussi les partisans des cultes ancestrales. Et quand on revenait hier, je disais à mes amis que vous avez vu, parce que dans le village, on a des responsables, même des fétiches. Ils sont venus à l'église, ils sont allés cotiser comme tout le monde, en réalité. Et je leur disais que même le chef traditionnel de nos fétiches sont venus cotiser à l'église. Et je crois que la religion, l'ethnie, ne peut et ne doit pas être une barrière entre nous. Ce que vous décrivez là concernant Tchamba, c'est un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Quelque part, quand on vous écoute, on peut déduire que finalement nos problèmes, ce sont des problèmes politiques. Puisque les communautés arrivent à s'entendre sans trop de soucis et que les difficultés ou les couacs qu'on a, c'est actionné souvent par les acteurs politiques. C'est actionné par les acteurs politiques, parfois qui se basent sur des considérations peut-être économiques. Quand vous voyez, ce n'est pas ma façon de m'habiller, ce n'est pas ma façon de marcher, de manger, de danser qui fait la différence. Mais deux choses. Lorsqu'on s'appuie sur ces éléments, par exemple, pour l'action publique, je vais dire, ou politique, ou lorsqu'il y a des tensions, quand vous voyez les tensions, même sur le plan international, c'est parce qu'il y a des intérêts sur le plan économique. Il y a un cours d'eau, peut-être, qui est convoité par deux pays. Il y a des terres convoitées par des ethnies. Et sur ce point, au Togo, il y a ce problème. Des terrains ou des terres parfois convoitées par différentes ethnies. C'est ceux-ci qui sont venus s'installer les premiers, etc. Et ce sont des questions qu'on doit pouvoir régler avec sagesse, avec discernement et élévation,
plutôt que de les instrumenter sur le terrain politique. Malheureusement, parfois, on assiste à ces situations. Vous avez parlé de votre mutisme, c'est un mutisme qui n'est pas propre à vous, puisque un certain nombre d'acteurs, notamment issus des rangs de l'opposition, ont opté pour la même stratégie. À certains endroits, on a parlé d'abandon carrément, puisque au moment où vous êtes tué, le pays continue pas à avancer. Oui, et vous savez, parfois quand vous avancez, pour avancer simplement, et on peut prendre la mauvaise direction. Et s'arrêter pour réfléchir, je crois que c'est nécessaire. Quand le pays avançait, nous observions toujours ce qui se passait. Et nous avons constaté durant tout ce temps que rien n'a changé. Au contraire, la situation s'est parfois même aggravée. Vous avez vu, nous avons parlé de la justice ces derniers temps, et vous avez parlé de ces journalistes, des émissions qui sont suspendues pour plusieurs mois, des journalistes qui sont en exil. Donc le pays a continué par avancer. Mais malheureusement, ce sont des répétitions. Ce sont des choses que nous avons déjà connues. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Et c'est justement pour cette raison, également, j'ai attiré l'attention, et je le réitère ici, pour moi, c'est une préoccupation fondamentale. Nos magistrats ont une responsabilité première à jouer dans le changement de notre pays. C'est fondamental. S'ils peuvent m'écouter et faire aussi leur devoir, dans une certaine mesure, ils auront rendu service vraiment à toute la nation. Mais vous savez ce qui est dit dans d'autres milieux? Certains pensent que ce sont les journalistes qui doivent jouer un rôle fondamental dans le changement attendu pour le Togo. Finalement, vous parlez des magistrats. Si on devait faire une liste, quelles sont les différentes catégories socio-économiques ou les travailleurs qui peuvent travailler pour que le Togo, finalement, puisse aller de l'avant? Vous avez parlé des magistrats. Tous les citoyens, à leur poste de responsabilité, doivent bien faire ce qui relève de leur devoir. Mais je parle spécialement des magistrats parce que dans un pays, normalement, les magistrats forment... C'est une mission très noble, hein, il faut le dire, une mission très noble et très difficile. Lorsque vous avez des magistrats qui sont corrects, pour la plupart, ils finissent par mettre au pas pratiquement tout le monde. Mais dès lors que les magistrats eux-mêmes se soumettent au pouvoir politique, c'est fini. La voie est ouverte véritablement au désordre. Pourquoi? Si le magistrat ou les magistrats dans leur ensemble décident d'être corrects, les pouvoirs politiques finiront par se soumettre. Eux, ils prendront leurs décisions. Qui sont ceux qui peuvent mettre en prison quelqu'un dans ce pays de façon légale? Ce sont les magistrats, en réalité. Mais si le magistrat lui-même accepte recevoir des coups de fil pour mettre en prison, sachant que la personne ne doit pas être en prison, eh bien, il se soumet au pouvoir politique. Et le pouvoir politique, forcément, va en abuser. Et donc, ce sont eux qui sont garants de nos libertés. Ce sont eux qui sont garants de nos libertés. Mais s'ils décident eux-mêmes de renoncer à leur indépendance, eh bien, nos libertés sont automatiquement hypothéquées. Les libertés sont hypothéquées. C'est pour cela que je dis que, à mon avis, leur responsabilité est première. Je sais que c'est difficile, et ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Merci beaucoup, professeur Olukobi. Je rappelle aux auditeurs que c'est lui notre invité. Il est du PSC et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, nos deux numéros sont ouverts. 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70 pour les questions des auditeurs. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Pélé, comment vous allez? Oh, très bien. Et votre dimanche? Oh, très bien, ça va bien à la Togolaise. Oui, d'habitude, les dimanches, qu'est-ce que vous faites à part écouter le D12 qui est une tradition chez vous? Qu'est-ce que vous faites les dimanches? Vous allez à la plage? Vous allez regarder les matchs de football? Qu'est-ce que vous faites? Oh, bon. Comme vous venez de dire tout à l'heure, comme les feux rouges sont en panne, c'est le Togo qui est en panne. Bon, tu peux rester à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu sors pour aller où? À la plage, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas là. Il n'y a aucun loisir au Togo. Hein. Ok, on va vous écouter pour votre préoccupation. Oui. Bonjour, monsieur Pélé. Okay.
avec votre casquette politique et juriste, sur le plan politique, professeur, Oui. le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Vous préparez quelle élection maintenant? Professeur, en tant que juriste, est-ce que vous êtes dans la 4e, 5e République? Vous êtes dans une transition. Merci. Bien, merci Pelé pour les deux questions. La première, c'est qu'au lendemain d'une élection, on prépare une prochaine élection. Vous préparez quelle élection? Vous savez, nous avons eu à le dire que la situation était telle qu'on s'était demandé qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il avancer? Faut-il encore s'inscrire dans le cadre des élections? Sous ce temps, je vous dirais que normalement, il y aura les élections peut-être municipales. Mais si ces élections doivent conduire à la répétition de ce à quoi nous avons assisté il n'y a pas longtemps, il y a lieu de s'interroger. Et je veux être franc, j'ai eu des réflexions personnelles, mais j'ai convoqué une réunion pour le 1er septembre où nous allons échanger véritablement sur ces aspects. Ce serait vraiment l'une des premières rencontres. Et vous voyez, j'avais dit que j'ai gardé un mutisme pendant longtemps. Ce sont des temps de réflexion. Et ma sortie de cette semaine, c'est un nouveau départ en quelque sorte. Et donc très prochainement, avec tous les autres responsables, je parle au sein du parti, nous définirons la voie à suivre, en principe. Aller aux élections, oui, mais avec ce que nous sommes en train de vivre au Togo, et ça doit faire réfléchir. Deuxième partie de la question. Voilà, nous sommes dans quelle république aujourd'hui? Vous savez, c'est une situation, ça fait partie de ce qui me dégoûte totalement. Et à les suivre, on pourrait penser qu'on est dans la période transitoire, parce que cette constitution, prétendue constitution, je vais l'appeler comme ça, dit qu'il faut 12 mois, il se donne 12 mois pour la mise en place des nouvelles institutions prévues par la nouvelle constitution. Donc, avec la nomination d'un Premier ministre, nous ne sommes pas dans la nouvelle constitution. Donc, on suppose qu'ils sont dans cette période transitoire. Voilà. On peut dire aussi qu'on est en République togolaise, tout simplement. Bien évidemment, je crois. Allô? Évidemment. Allô? Oui, alors? Bonjour. Bonjour, Pierrot. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Basile. Oui, Basile, on vous écoute. Salut, professeur Olo. Bonjour, monsieur Basile. Mais vous aussi avec la souffrance jusqu'à Kabolé avant de revenir sur les voies qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai voyagé de nuit même. D'accord. Bon, surtout je suis une seule personne. Merci. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui dit que Constitution aujourd'hui, mais moi je prouve toujours des difficultés à comprendre qu'est-ce que nous prenons pour contester cette Constitution. J'entends, l'Assemblée a déjà fini son mandat. J'entends la CEDEAO a dit non, on ne doit pas faire ceci. Est-ce que c'est ça qu'il faut prendre pour contester cette Constitution? Moi, pour ma petite personne d'office, moi je pense que non. C'est l'article 59 seul qui conteste cette Constitution et qui donne le caractère de coup de force à ce que les gens ont fait. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas être sur la seule contestation par l'article là? Et on va divaguer, on dit ceci, on dit ceci. Ça ne fait pas le jeu du pouvoir. Merci. Bien, merci. Vous savez, je aurais souhaité ne pas revenir sur ces éléments sur lesquels j'ai fait déjà beaucoup de développement. Simplement, je vais vous dire que il peut y avoir une situation donnée où il y a plusieurs arguments convergents.
quand le juriste veut faire un travail, normalement, il relève tous les articles ou bien tous les arguments en faveur et éventuellement tous les arguments contre avant de faire le point. Ce n'est pas parce qu'il y a un argument en faveur qu'il faut écarter les autres arguments. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et une fois encore, pour moi, il y a beaucoup d'arguments que j'ai évoqués lors des discussions précédentes qui me confirment vraiment dans mon analyse sur le plan juridique que ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas du tout dans la légalité. Et ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du tout conforme à notre Constitution. Donc, et je suis persuadé d'ailleurs qu'eux-mêmes savent que ce qu'ils ont fait, c'est contraire à la Constitution. Mais le chien aboie, la caravane passe, et ils trouveront toujours des arguments pour habiller, même si c'est de façon maladroite, ce qu'ils ont fait. Voilà. Est-ce qu'on a un auditeur? Pas encore d'auditeur, mais j'ai eu cette réaction de Sana Komla Sadou et tout, qui vous félicite. Il dit merci, professeur, pour cette réponse franche. Même si cela vous peine, nous sommes tout simplement dans les mesures transitoires de la Constitution de la Ve République. Cela me démontre que tout en étant dans l'opposition, vous êtes pragmatique. Merci, monsieur Sana, vous avez dit, c'est ça? Oui. Merci à monsieur Sana. Moi, ma position politique, en réalité, ce n'est pas par rapport à mon parti politique ou bien parce que je suis de l'opposition. Je fais mes analyses de façon objective. Et malheureusement, parfois, ceux qui écoutent ne veulent pas voir le fond de ce que vous dites, mais regardent plutôt votre casquette. Et ça me rappelle quelque chose au niveau de CVJR. À l'époque, je crois qu'ils m'ont une fois sollicité, 2 fois même, pour faire une intervention quelque part, par l'intermédiaire du professeur. Et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je leur ai dit que quand je parlerai, on ne verra pas le juriste, on verra le politique. Et cela nuit véritablement je ne vais pas dire à la pertinence même finalement de ce que je dirai. On ne regardera pas ce qui est dit, on regardera celui qui le dit. Et j'ai suggéré plutôt qu'on prenne une autre personne qui n'a pas de connotation politique. Donc quand je fais mes analyses, en réalité, je n'oublie pas que je suis juriste et je n'oublie même pas que je suis chrétien, mais moi je fais objectivement les choses, même si ça déplaît. Et je le dis, je le répète, si le régime fait des choses que je considérais comme bonnes, je le dirai, même si je ne me vais pas me joindre à eux. Donc, est-ce que vous comprenez ceux qui pensent qu'on a une sorte de confusion, qui ne comprennent pas en réalité, en raisonnant un peu la question de Pélé qui vous demande à savoir dans quelle république on est véritablement? Certains pensent, notamment dans les milieux politiques, il y a une sorte de confusion. Mais bien évidemment, on va pas quand vous voyez la façon dont ils ont fait les choses, ils ont dit qu'il faut qu'on entre dans telle constitution. Mais en relisant certains articles, vous vous rendez compte qu'ils ont dit quand même qu'il faut 12 mois pour mettre en place les institutions. Donc on peut supposer que, eh bien, quand ils vont mettre ensemble, disons que ces institutions, je parle pratiquement du président du Conseil, le président du Conseil, et ensuite le président de la République, en ce moment simplement, on entrera de plein pied dans la Ve République, même si tout cela, et une fois encore pour moi, et cette constitution est illégitime, je le dirai toujours. Et parce qu'ils ont la force, ils vont mettre en œuvre cette constitution, mais il n'en demeure pas que c'est illégitime. Vous parlez de force. Vous pensez que ce n'est pas la force que finalement qui vont mettre en pratique cette constitution? Puisqu'ils ont tous les leviers du pouvoir. Et donc finalement, ils vont le mettre. J'ai eu à le dire une fois en disant qu'ils vont nommer des ministres. Si rien n'est fait, si on ne parvient pas, et ce qui est peu probable, à y mettre fin, ils vont nommer des ministres en vertu de cette constitution. Ces ministres vont prendre des actes, des arrêtés, qui nous seront appliqués. Ils vont nommer des préfets avec qui nos administrations vont travailler, etc., etc. Et donc,
Et ils finiront par nous l'appliquer, que nous le voulions ou non, sauf si finalement il y a un événement ou bien ils y renoncent, ce qui m'étonnerait. Ils n'y renonceront pas par eux-mêmes. Voilà. Donc ils nommeront des ministres qui vont prendre des actes et ces actes vont nous régir. Et pour cette raison, qu'on le veuille ou non, ils nous l'appliqueront. Mais cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec cette constitution. Ils ont les moyens de le faire, ils le font, jusqu'à ce que... Donc c'est cela votre côté pragmatique, puisque vous constatez que, quelle que soit la situation, ce qui est prévu se verra. Malheureusement, le peuple n'est pas, pour l'instant, suffisamment mobilisé. Son niveau de mobilisation actuel ne permet pas de les bloquer. Et c'est ce qui fait que je dis qu'ils vont l'appliquer. Mais si le peuple pouvait se mobiliser comme il se doit, et sachez-le, il n'y a pas d'acteurs politiques s'il n'y a pas une mobilisation populaire. La force même dans un pays, c'est cette mobilisation populaire. Voilà. Mais on a l'impression, justement, quand vous parlez de la mobilisation populaire, que les Togolais ont l'impression d'être fatigués. Effectivement. Et c'est aussi le sens de mon intervention dans la semaine, en disant, l'objectif du régime, c'est de nous démobiliser. Plus nous nous démobilisons, plus nous faisons leur jeu. Je ne sais pas si nous avons le temps nécessaire, mais regardez, je disais qu'il y a eu le camp de ceux qui ont demandé de boycotter, les abstentionnistes, les fraudeurs et ceux qui ont participé de bonne foi. Et il y a quelque chose qui fondamentalement, moi, me dérange. Quand des acteurs politiques demandent de boycotter, ça devient difficile. Dès lors que certains veulent participer et que vous savez qu'ils sont de l'opposition, il vaut mieux peut-être les encourager plutôt que de dire au peuple de ne pas aller voter. En 2015, je me rappelais, il y avait une partie de l'opposition qui avait dit de boycotter les élections. Je les avais suppliés sur les antennes en disant ceci, dites que nous n'y croyons pas. Mais puisqu'il y a une partie de l'opposition qui y croit, nous leur souhaitons bonne chance. Si ça marche, ça marchera pour nous tous. Nous n'y allons pas parce que nous n'y croyons pas. Je crois personnellement que c'est une démarche responsable, ça. Vous ne demandez pas en ce moment à la population d'abandonner ceux qui veulent aller. Ceux qui veulent aller, étant donné qu'ils sont de l'opposition, disent, nous vous souhaitons bonne chance. Si ça marche pour nous tous. Je crois que c'est comme ça, moi, je conçois les choses. Mais dès lors qu'il y a une partie que vous considérez vraiment qui est aussi de l'opposition, qui veut participer, et vous demandez aux gens, ne le faites pas, vous fragilisez l'opposition. Aujourd'hui, ceux qui ont dit, n'y allez pas, ça me peut dire que nous avons raison, nous avons gagné. Vous avez gagné. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après? L'abstention n'est pas la solution. La démobilisation n'est pas la solution. Nous ne pouvons pas admettre un statu quo. Donc c'est pour cette raison que ensemble nous devons travailler à remobiliser les populations. Voilà. Nous venons de passer une heure de temps avec notre invité, le professeur Wonu Komi du PSR. La tradition, c'est que les auditeurs puissent vous poser des questions à partir de cet instant. Moins mes questions que les questions des auditeurs. Je rappelle les numéros sur lesquels les auditeurs peuvent vous poser leurs questions. Ces numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Ils peuvent également nous laisser des commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez compris que nous sommes en transition. C'est ce qu'on déduit de ce que vous aviez dit tantôt et que nous avons un Premier ministre qui doit former son gouvernement. Mais visiblement, est-ce qu'on peut conclure, vu que ça fait presque 3 semaines qu'elle a été nommée, qu'il est difficile de former un gouvernement de transition? Écoutez, ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste à de telles situations. Excusez-moi de revenir sur ces éléments. J'ai dit que les préoccupations des Togolais ne sont pas la priorité de ce régime. Et donc, qu'ils mettent 1 mois, 2 mois, 3 mois à former un gouvernement, leurs préoccupations sont ailleurs. On le prend comme ça. Je ne veux pas dire que c'est difficile. Et s'ils veulent, ils peuvent le faire en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Mais ce gouvernement, même si ça tarde, il ne faut pas y voir la volonté de mieux faire pour le Togo. En tout cas, pour l'instant, il ne donne pas d'indices qui puissent permettre de penser qu'il veut vraiment faire quelque chose d'essentiel pour faire avancer notre pays. Quand ils le feront,
nous le constaterons, nous le dirons. Pour reprendre la formule d'un journaliste qui était intervenu ici il y a quelques semaines, il dit que ça fait quand même presque 3 mois que là, ceux qui sont là sont démissionnaires et que finalement qu'on peut continuer et que ça ne changerait pas grand-chose. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire aussi? Mais je crois que c'est évident. Au contraire, les choses s'aggravent de toute façon. Et quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils changeront? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tant que la volonté même politique du système de changer, de mieux faire, tant qu'on n'aura pas cela, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Moi, mon impression, c'est que nos gouvernants, ou bien nos ministres, ont, pour la plupart d'entre eux, peut-être pas tous, 2 préoccupations. Plaire au chef de l'État et ensuite améliorer sa situation personnelle. Maintenant, s'il faut penser à la population, ce serait en troisième point que viendrait en réalité l'amélioration de la situation de la population. Et donc c'est comme ça, moi, je vois leur fonctionnement. Quand vous dites qu'il faut plaire au chef de l'État, que certains actifs pour plaire au chef de l'État, est-ce que c'est pas normal? Quand on voit un peu aussi dans les grands pays, les ministres jugent par ceux qui les ont nommés. En France, on cite très souvent Macron. Je vous le dis en toute sincérité, si mon action politique doit servir à plaire simplement, à plaire au chef de l'État, et pour que je sois maintenu, ce n'est pas la peine. Je vais vous dire une phrase. Je ne le dis pas aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Quand j'étais étudiant, j'aimais dire ce qui suit. Je préfère être un paysan dans ma ferme que d'être un ministre qui ne regarde que les souliers du chef de l'État. En d'autres termes, quand le chef de l'État parle, je ne peux pas lui dire, Excellence, Monsieur le Président, ça, ce n'est pas ça, vous vous trompez. Si je ne suis pas en mesure de dire ça au chef de l'État que ceci ne doit pas se faire comme ça, il vaut mieux qu'on le fasse autrement. Si je ne suis pas en mesure de le lui dire, je préfère être un petit paysan dans ma ferme que d'être un ministre. Moi, ce n'est pas pour plaire au chef de l'État, c'est pour dire au chef de l'État, en réalité, que nous pouvons ensemble faire les choses comme ça, dans l'intérêt, d'abord, de la nation. Le chef de l'État est un serviteur. Il doit être un serviteur, normalement, de la nation. Un instrument pour que le peuple puisse avancer. Les ministres doivent concourir à cela. Mais dès lors que ce n'est pas leur préoccupation, c'est de venir chanter les louanges du chef de l'État et cet homme providentiel que Dieu nous a envoyé, etc., sans regarder l'impact par rapport aux populations, nous péchons, en réalité, nous péchons. Les ministres doivent être les collaborateurs du chef de l'État pour l'aider à réaliser le mieux-être des Togolais. C'est ça, en réalité, leur mission. Vous nous aviez dit que vous avez eu des amitiés au-delà du cercle de l'opposition au niveau du parti au pouvoir. Sans doute que aussi vous connaissez des ministres. Est-ce que vous avez eu des indiscrétions des ministres qui aient tenté éventuellement, je ne veux pas dire de faire des observations qui ne vont pas dans le même sens que ce que voudrait le chef de l'État, que derrière qu'il ait des problèmes. Est-ce que vous en avez eu? Je ne peux pas, honnêtement, je n'ai pas fait ces échanges avec eux et qui me disent qu'ils ont voulu ceci et le chef de l'État n'a rien fait. J'ai moi-même parfois l'impression que je peux me tromper, qui n'ont pas parfois le courage de lui dire certaines choses. Qui n'ont pas le courage de lui dire certaines choses. Est-ce que vous feriez autrement si vous étiez nommé ministre? Je ne suis pas nommé ministre, mais moi je le lui dirai ouvertement. Vous voyez peut-être que c'est mon défaut. Quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je le dis ouvertement. Et si moi je suis avec le chef de l'État, je lui dis ça là c'est mauvais, on ne doit pas le faire comme ça. S'il insiste, bon. Vous voyez, je ne suis pas entré sur la scène politique comme ça de façon, je vais dire, accidentelle. Il y a longtemps, étudiant déjà que moi je mûrissais les idées. Et je disais, j'avais l'habitude de dire, si moi j'étais ministre, je dis au chef de l'État, ceci ne doit pas se faire comme ça. Je le convainc que c'est mauvais ce qu'il veut faire, il me dit d'accord, il me suit. Et on le fait d'une certaine manière, ou moi je vais le faire. Si ça éclate, je dirais que je ne l'ai pas informé. J'assume. Bien, merci. Pour le protéger, parce que je sais qu'il m'a écouté. On me fait signe qu'il y a un auditeur qui a sans doute des questions pour vous. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, votre nom? Je réponds à de Abou depuis Dalavé. De Dalavé? Oui, monsieur.
Oui, allez-y. Agbo Tété. Salut le professeur, monsieur Oman. Bonjour, monsieur Tété. Ma première question, c'est concernant la période transitoire. Il semble qu'ils ont mentionné dans la nouvelle constitution que la transition prendra 12 mois. Ces 12 mois, c'est à compter de la date de promulgation ou c'est à compter du moment où ils vont former le gouvernement. Et la deuxième question, c'est les ministres démissionnaires sont toujours rémunérés ou pas. Et ma troisième question, qui est la dernière, comment comprenez-vous le fait que le chef de l'État, nous avons eu en fin du mois dernier, nos vaillants soldats qui sont tombés, aucun communiqué, aucune salutation du mémoire des soldats, et qu'en fin de semaine dernière, il est parti pour célébrer des soldats qui sont tombés il y a de cela 80 ans loin de notre pays. Merci beaucoup et bonne émission. Bien, merci de nous avoir appelé depuis Delavé. Delavé, c'est dans la préfecture d'Uzur. Vous commencez par la dernière ou la première? Ok, par la dernière, disons, le chef de l'État qui n'a pas fait de communiqué. Dans ma sortie de la semaine, j'ai eu à relever cet élément, que les Togolais ont un droit fondamental à l'information. Et nous voulons une information officielle. Mais j'avoue, cher ami Agbo Tété, que je partage entièrement votre inquiétude. Je ne comprends pas que les soldats puissent aller mourir sur le champ de bataille pour notre pays, notre Togo. Moi, je les considère comme ça, malgré les positions dit que les militaires font. Mais quand ils vont tomber sur le champ de bataille, ils sont morts pour la patrie. Je ne peux pas comprendre l'attitude de notre gouvernement sur ces questions. Honnêtement, je ne peux pas comprendre. Et j'ai eu à le dire sans communiquer, leur mémoire doit être honorée. En dehors de cela même, les Togolais ont un droit à l'information. Nos dirigeants ne doivent pas penser que ce sont eux les souverains. Le souverain, c'est le peuple. Mais au Togo, on pense que ce sont les dirigeants qui sont des souverains. C'est triste. Deuxième élément, relativement à la promulgation, je crois que ce n'est pas la formation du gouvernement qui fait compter les 12 mois, je crois que c'est la promulgation, si je ne me trompe pas. Mais c'est sûr que ce n'est pas la formation du gouvernement. C'est l'entrée en vigueur, je crois, qui détermine. Ensuite, les ministres démissionnaires sont-ils rémunérés? Je vais confesser véritablement, et je ne sais pas s'ils le sont. S'ils le sont, je crois qu'en principe, et je n'ai pas vu les textes, ailleurs, normalement, lorsqu'un ministre prend fin, c'est le traitement continue pour un certain nombre de mois, avant qu'on y mette totalement fin. Je ne peux pas vous dire au Togo. Mais puisqu'ils sont en train d'exécuter les affaires courantes, ils sont relativement en fonction, ils ne continuent pas à travailler, ils doivent être payés. Je ne peux pas répondre véritablement. Vous voyez, c'est une situation même d'anomalie, ces périodes de transitoire, disons ces ministres en fonction alors qu'ils ont démissionné, et ça devait être quelque chose de très bref, limité dans le temps. Ailleurs, les gens... Ou quelque part, il n'y a plus de compétences, il n'y a pas de personnalité. Est-ce qu'on manque de ministrables? Peut-être qu'ils n'ont même pas commencé à y réfléchir. Et quand ils vont commencer à y réfléchir, 24 heures ou 48 heures après, ils vont le faire. Comme je le dis, ils ont déjà pour l'instant d'autres priorités. Bien, merci. Il y a cette question de André Kani Afano. Il dit pourquoi l'opposition n'arrive toujours pas à avoir une stratégie unitaire pour offrir une alternative efficace. Vous savez, vu la façon dont les choses se sont passées même la dernière fois, même une stratégie unitaire ne réglerait pas ce problème. Dès lors que vous êtes face à des personnes qui sont décidées de ne pas tenir compte même de la vérité, de ramasser tout sur leur passage, une stratégie unitaire ne réglerait même pas ce problème. Maintenant, revenir sur la stratégie unitaire, je ne peux pas vous donner une garantie sur cette stratégie unitaire. Nous ne sommes que des hommes. Et moi-même, parfois, je suis profondément déçu. Je le dis, je le répète, profondément déçu par rapport à certaines attitudes de certains responsables politiques. Mais sachez-le, c'est à l'image de toute la société. Ce ne sont pas les hommes de vertu qui font la politique, c'est l'image
simplement de la société. Dans la société, on peut avoir des hommes vertueux, on peut avoir des hommes moins vertueux, et on doit former un tout. C'est la société. Et donc, vu qu'au Togo, il y a eu de nombreuses années de difficultés, etc., et je comprends, et il y a parfois aussi, et je vais dire, une démission des personnes qui auraient pu s'engager sur le terrain politique. Et la nature a horreur du vide. Si c'est vide, ceux qui peut-être n'ont pas les qualités nécessaires aussi, ils vont occuper le terrain. Et c'est dommage, mais je ne peux pas vous garantir vraiment qu'un jour, on aura cette stratégie unitaire parce que j'ai côtoyé l'opposition. Je suis au sein de l'opposition il y a longtemps maintenant. Et les coalitions, les discussions, etc. Et moi, je sais, je le dis, je le répète, les sacrifices que le PSR a eu à faire dans tout ce cheminement, je le sais. Et je ne peux pas mentir, je suis déçu. Mais il faut continuer. Au-delà de vous parlez de déception, mais quand on prend l'ensemble des acteurs politiques du pays, est-ce que quelque part, les gens ne donnent pas l'impression d'être fatigués? Tout simplement, parce que quand on scrute un peu du côté du gouvernement, la démission du gouvernement et puis par la suite la nomination du Premier ministre et depuis l'attente pour avoir un nouveau gouvernement, les commentaires qui sont faits au niveau de l'opposition, les gens qui disent que les élections ne servent plus à grand-chose, qui ont même du mal à répondre aux invitations dans les médias, on a l'impression que visiblement presque tout le monde est fatigué. Ils ont parfaitement raison. Quand je dis, et j'ai eu plus tout ce temps de réflexion, etc., il y a une sorte de lassitude. Il y a une sorte de lassitude. Mais notre devoir, c'est que, après ces périodes, en tout cas, ce laps de temps où nous sommes là, dit, ah, on est fatigué, comme des commandants ou comme des généraux, il faut dire, malgré tout, en avant, on continue la lutte. En réalité, c'est le sens de notre action. Parce que quand vous regardez ce que vous faites, ce que nous faisons depuis plusieurs années, on est psychologiquement épuisé, financièrement épuisé, moralement épuisé. Mais malgré cela, étant donné que le problème n'est pas réglé, et il faut que le combat continue. C'est ça en réalité le sens du mot que moi j'ai eu à donner dans la semaine. Mais ceux qui sont épuisés, fatigués, je crois que je leur donne raison. Mais malgré cela, nous devons continuer. C'est le sens de mon message. Et quand on regarde un peu au niveau de la scène politique, ce qui anime un peu cette scène depuis quelque temps, c'est par exemple ceux qui se retrouvent dans des associations comme Touche pas à ma Constitution. Vous avez constaté qu'ils se sont donnés pour objectif de faire revenir éventuellement, je ne sais pas, le pouvoir sur cette histoire de constitution. Je me pose la question et je vous la pose. Quels doivent être les objectifs de ceux qui s'opposent justement à cette constitution? Oui, j'ai eu à le dire il y a quelques instants que je ne peux pas tenir des propos qui puissent démobiliser une partie de l'opposition. S'ils peuvent le faire, ce serait une bonne chose. Mais je sais que nous pourrons le faire que si le peuple se mobilise suffisamment. Or, actuellement, je ne crois pas que le peuple pourrait se mobiliser suffisamment vraiment sur cette question. Et peut-être que le fait de le dire aussi, c'est que même si la nouvelle constitution entre en vigueur et qu'on nous l'applique, le fait qu'il le dise, c'est qu'il rappelle que nous ne sommes pas d'accord et que cette constitution n'est pas celle qui émane du peuple, mais celle qui a été imposée au peuple. On le prend sous cet angle. Sinon, l'idéal serait qu'il y parvienne, mais quand j'analyse la situation, je me dis que ce serait difficile. Mais s'ils peuvent le réaliser, Dieu soit loué. On parlait de la scène politique, elle est relativement animée par un certain nombre de situations. Il y a Raphaël Kodjié, c'est un de nos éditeurs qui nous regarde quelque part et qui pose cette question qui concerne le parti politique, le NET. Il dit: bonjour professeur, quel est votre regard de juriste sur la situation au NET, un ex-président démissionnaire qui, sans passer par un congrès, devient président national, point d'interrogation. Il vous pose la question, je ne sais pas si vous voulez répondre ou pas. Oui, je n'ai pas suivi avec précision ce qui a pu se passer au niveau du NET, mais
il faut avoir tous les faits. Mais ce que je sais, c'est que si en tant que président, s'il démissionne, et sauf à montrer que cette démission n'était pas un acte libre, parce que la démission est un acte unilatéral, mais c'est aussi juridiquement un acte de volonté. Mais si cette volonté a été viciée, peut-être par la violence, l'erreur ou le dol, en ce moment, on peut dire que cette démission n'est pas valable. Mais si véritablement, et cela répond et sur le plan qualitatif à ce qu'on peut appeler vraiment une démission, je ne crois pas qu'on puisse démissionner et revenir sans suivre les procédures qui permettent normalement de désigner un premier responsable. Donc, je n'ai pas tous les éléments et je ne veux pas m'immiscer dans leurs problèmes internes. Mais justement, c'est pourquoi je demande si vous voulez bien répondre ou pas. Mais quand même, on regarde, quand on regarde un peu la scène politique, les partis politiques, bien qu'il est difficile de les diriger, puisque c'est ce que tous les présidents des partis politiques disent, que c'est financièrement pénible, mais on ne comprend pas toutes ces querelles, ces combats qui voient le jour autour de la direction des partis politiques. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Je ne peux pas répondre par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais parlant du PSR, je crois que mes militants peuvent vous témoigner en quelque sorte ce que nous vivons. Et moi, je sais ce que je subis en tant que premier responsable de cette formation politique, des charges auxquelles je fais face. Et ce n'est pas pour moi aujourd'hui pour dire que je me bats pour diriger. Je me bats, c'est vrai, pour une conviction. Mais être premier responsable du PSR ou ne pas l'être, moi, ça ne changera rien par rapport à mes convictions, par rapport à ma lutte. Mais je sais que si je ne suis plus premier responsable, il est probable que j'ai moins de charges. Bien, très, très sûr d'ailleurs que j'ai moins de charges. Voilà. On a entendu une nouvelle fois des interventions liées aux prisonniers politiques. À un moment donné, on a pensé que c'est une parenthèse qui est tournée. Mais touche pas à ma constitution, c'est lancé un défi, à savoir revenir sur la question des prisonniers politiques. Et on a pensé que le Togo n'en avait plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ça? C'est un objectif que se donne touche pas à ma constitution. Mais regardez, la question de la notion même de prisonnier et politique, c'est une notion qui peut faire l'objet de plusieurs conceptions, conception restrictive, conception large. Et on peut raisonnablement dire qu'il y a encore des détenus qu'on peut considérer comme politiques dans notre pays. Et je sais pour certaines situations, des gens qui ont été arrêtés parfois dans le cadre de certaines manifestations dont on ne sait pas quel est le contenu même du dossier, des dossiers pratiquement vides qui sont en prison. Eh bien, il y a lieu de les considérer comme des détenus politiques, d'autant plus que très souvent, des délais de détention provisoire sont allongés. Eh bien, ce sont des situations anormales dans notre pays. Et parfois, certaines indiscrétions conduisent à dire que certains magistrats même maintiennent des gens en prison contre leur propre gré. Quand je dis le gré, je ne parle pas du gré des prisonniers, le gré des magistrats, parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, ce sont des situations sur lesquelles il faut s'interroger. Et regardez par vous-même le point. Moi, je n'ai pas pu faire une réelle comptabilité, mais quand vous suivez Ferdinand à Haïti, je crois qu'il a relevé déjà 8 décès sur ceux qui ont été arrêtés dans le cadre d'une certaine manifestation. Et ce qui conduit à dire qu'il y a un très fort pourcentage de ces décès par rapport aux décès dans la population carcérale. Dès lors qu'on fait face à de telles situations, ce sont des indices qui doivent attirer l'attention. Ce sont des indices qui doivent donner lieu à des enquêtes pour vérifier si ce sont des morts naturelles ou si effectivement ce sont des morts provoquées. Et donc on ne peut pas, s'ils revendiquent ou bien ils prennent position sur ces questions, c'est tout à fait légitime. Parce que même si nous sommes en présence d'un criminel
qui est en prison, avant tout, on doit respecter leurs droits fondamentaux. Et aujourd'hui, moi, je suis peiné qu'on en assiste à de telles situations et que c'est dommage pour notre pays. C'est dommage pour l'image du gouvernement. C'est dommage pour ses acteurs. On va terminer cette émission dans quelques instants, mais il y a eu une situation sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Et cette situation, elle a eu lieu ces derniers jours à Lomé avec l'arrestation. Certains parlent de kidnapping, d'autres parlent d'enlèvement d'un influenceur béninois, on l'appelle le frère Ouvi. Oui, c'est ça. Quelle est votre réaction après avoir appris cela? C'est gênant. Mais j'avoue que moi, je me suis posé plusieurs questions. Parce qu'il a été dit que c'est un véhicule béninois qui est venu l'embarquer. Je suis tenté de dire que, bon, c'est ce qui a été dit, mais cela ne veut absolument rien dire. Et il est certain que des Togolais utilisent des véhicules d'immatriculation béninoise. Je sais que nos services de renseignement utilisent des véhicules d'immatriculation béninoise. Il est possible que des Béninois viennent le faire. Il est possible que les Togolais le fassent. Il est possible qu'ils le fassent de concert. Et vous savez, les services de renseignement, c'est toujours des manipulations. Parfois, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Donc, tout ce qui est service de renseignement, et évidemment, ce sont des manipulations. Mais c'est quand même triste. Mais à supposer véritablement que ce soit les Béninois qui viennent le faire sur le territoire togolais, sans l'accord des Togolais, eh bien, ça pose un problème par rapport au respect même de notre souveraineté. Et cela peut poser un problème aussi de l'efficacité de nos services, normalement. Mais si ça s'est fait avec le consentement des Togolais, c'est encore plus grave. Et vous savez, parfois, dans nos sociétés, quand un enfant court et vient se cacher chez toi, même s'il n'a pas raison, tu le protèges d'abord. Tu demandes pardon peut-être pour lui, etc. Et que le Togo le livre, ce serait peut-être dommage. Mais comme je vous le dis, peut-être qu'il y a des échanges qui pourraient se faire, des concessions mutuelles. C'est des services de renseignement, les pays, c'est comme ça, parfois ils fonctionnent. Et moi, je considère qu'il faut mettre l'individu, il faut mettre l'homme, parce qu'il est homme, créé à l'image de Dieu, au centre de nos préoccupations. Voilà. On a pensé à un moment donné, c'est ce qui est souvent rapporté, qu'entre Lomé et Cotonou, c'est pas la lune de miel, mais que finalement, Lomé et Cotonou s'entendent pour arrêter quelqu'un à Lomé. Cela peut vouloir dire que demain, peut-être, Lomé et Cotonou peuvent s'attendre pour arrêter un opposant togolais aussi au Bénin. Il n'y a pas de doute possible, ou peut-être pour obtenir d'autres choses du Bénin. Regardez ce qui s'est passé récemment entre les États-Unis, l'Occident et la Russie, avec la libération des prisonniers. Et regardez, l'OTAN et les Occidentaux ont obtenu la libération des prisonniers russes qui sont en Russie, des prisonniers politiques. On pourrait dire, mais quel intérêt ils ont à obtenir la liberté des Russes qui sont dans les prisons russes? Vous voyez, mais il y a toujours ces échanges qui peuvent se faire. Qui sait, peut-être que le Togo pourrait également s'inscrire dans une telle démarche. Pourquoi pas? Un mot également des journalistes togolais, puisque quand j'ai évoqué dans l'introduction la situation de la presse togolaise, on n'a pas écouté le professeur Olukomi sur, par exemple, le mandat d'arrêt international lancé contre Ferdinand Haïté, ou la suspension oui, de l'édition de c'est vrai. Vous voyez que cela correspond à une période où je ne disais pratiquement rien. Mais dans ma sortie, j'ai relevé cela. Leur volonté de museler les médias. Et je crois que la suspension donc, de l'émission de Radio Victoire, pour moi, s'inscrit dans cette logique. Et Ferdinand Haïté, je crois, si on tient compte des chefs d'inculpation, je crois, terrorisme, et Ferdinand Haïté pour terrorisme, moi, ça me fait sourire. Bon, c'est que la justice continue son œuvre. Et quand on parle de financement du terrorisme, si je ne me trompe pas, ça fait partie des chefs d'inculpation.
Et pour pouvoir financer le terrorisme, il faut être suffisamment riche. Et je ne crois même pas que Ferdinand Haïté ait ce profil. Je n'en sais rien. Mais écoutez, on a de sérieux problèmes à régler dans notre pays et le Togo a besoin de l'ensemble de ses fils. Et on n'a pas peut-être suffisamment de temps. Celui qui te dit tu fais mal, peut-être cherche à ce que tu te corriges. Celui qui sait que tu fais mal, mais crie ton éloge, fait ton éloge, te plonge davantage. Et je demande au chef de l'État, s'il le veut bien, de réfléchir à cette question. Ceux qui le critiquent ne sont pas forcément ceux qui lui veulent du mal. Notre volonté, c'est qu'il fasse bien, qu'il fasse mieux. Et donc qu'il y réfléchisse et qu'il laisse la presse tranquille. Et voilà ce que je peux dire sur cette question. On va vous laisser tranquille dans un instant, vous, parce que nous allons mettre un thème à l'émission. Vous allez conclure. Non, je dirais simplement d'abord vous dire infiniment merci et dire au peuple togolais que je comprends sa lassitude. Mais nous devons continuer la lutte. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous devons continuer la lutte et réfléchir ensemble. Et j'invite ceux qui veulent véritablement continuer cette lutte, qui vont se joindre à nous pour qu'on puisse le faire. Et on va continuer cette lutte ensemble. Et au régime qui est en place, leur rappeler que la conservation du pouvoir ne peut pas être une finalité. C'est la recherche du mieux-être des Togolais qui leur permettra vraiment de sortir par la grande porte. Donc, infiniment merci. Merci d'être venu. Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse vous personnellement, les auditeurs, ceux qui nous ont écoutés, le Togo. Merci à Vincent Strasbourg pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Ouatioubé. Au revoir.